Je voudrais saluer Horacio Maria Valastro, un ami mythanalyste, à Catane en Sicile, donc en Italie, assez loin du Québec où je suis actuellement. Mais je trouve que son travail est extrêmement intéressant du point de vue de la mythanalyse et je voudrais en souligner l'importance. Horacio Maria Valastro a développé depuis des années ce qu'il appelle l'écriture des autobiographies ou l'auto-écriture. Et donc, il s'intéresse à cet exercice avec beaucoup de succès. Il a d'ailleurs eu des prix à cet égard en Sicile. Cet exercice qui consiste pour une personne qui a plus ou moins une vie compliquée, éventuellement quelques traumatismes comme on a tous, ou même qui n'a pas conscience d'avoir des traumatismes, mais qui fait cet exercice de raconter sa vie. Et c'est une sorte de thérapie qui est à la fois individuelle et en même temps qui est forcément connectée sur les imaginaires sociaux où chacun de nous est immergé. Donc ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est que ce n'est pas de la psychanalyse au sens traditionnel, c'est de l'écriture. Donc c'est beaucoup plus, on va dire, efficace pour que remonte à la conscience éventuellement à travers l'écriture qui demande des décisions, qui demande des choix entre des mots, une biographie, des événements de la vie d'une personne qui fait que, au lieu de parler, le fait d'écrire, évidemment, c'est un outil beaucoup plus efficace à mon sens. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que il y a le lien avec justement les mythes actuels. Chaque personne est en résonance au niveau de son inconscient personnel avec les imaginaires collectifs, ce qui est une des hypothèses fondamentales de la mythanalyse. Alors, justement, Horacio me posait la question, comment trouver la manière de me positionner entre ce qui était la psychologie de la profondeur, côté Freud, ou la psychanalyse lacanienne qui est du côté de la surface. Et à mon sens, la réponse est que la métaphore, on va dire, spatiale de l'inconscient, qui évoque la cave où il y a le ça freudien et qui évoque la surface des médias avec Lacan, est une métaphore qui est, comme on dirait, obsolète. On n'est plus rendu dans une maison de la psyché où il y aurait la cave et puis il y aurait le living room social, qui est à peu près le débat qu'il y a eu de la part de Lacan vis-à-vis de Freud. Alors, c'est intéressant que Lacan soit sorti de l'illusion de la profondeur de l'inconscient pour travailler au niveau de la surface. Mais en même temps, cette métaphore, elle date sociologiquement, parce qu'on se rend bien compte que Freud est de l'époque de la psychologie individuelle, de l'introspection, de la psychologie de la profondeur. Tout ce mouvement-là est né au XIXe siècle avec la psychologie individuelle, les romans de Stendhal, de Flaubert, le développement de l'individualisme bourgeois. On est vraiment au XIXe siècle dans l'époque de l'individualisme et de l'introspection qui est arrivée jusqu'au XXe siècle, par exemple la peinture abstraite. Bon. C'est une métaphore qui sociologiquement est datée. Mais la surface qui a fait la célébrité de Lacan par rapport à Freud est elle-même extrêmement datée aussi parce qu'avec Lacan, on arrive dans la société non plus individualiste bourgeoise, mais dans la société de masse. On arrive dans les masses médias. On arrive dans cette idée qui a été très développée de la linguistique, de la sémiologie, du structuralisme, où l'individu n'est plus, comme dirait Marx, une illusion bourgeoise. L'individu, c'est encore bien pire, c'est une particule dans les structures. Chez Lévi-Strauss, il n'y a plus l'amour qui réunit un homme et une femme, c'est l'échange mathématique qui est disons, la structure primaire de la société. Donc, on est dans une époque avec Lacan de la surface qui est une autre illusion, qui est une autre une image, une métaphore de l'époque, du structuralisme, donc de la sémiologie, des masses médias, mais qui est pire que ça, parce qu'elle nous lie à tout ce mouvement anti-humaniste
qui est aussi de Michel Foucault, de Althusser, de Derrida, qui sont, c'est la génération précédente. Et la méta-analyse le dit, on va pas travailler avec l'inconscient qui, au fond, il faut le dire, l'inconscient de Freud, c'est un développement du romantisme allemand et du romantisme français. C'est le développement de cette idée onirique de l'âme, de la nuit. La nuit, ça renvoie toujours à une profondeur onirique, bien sûr, à l'époque, bon, de l'âme d'un peuple, de Schiller. On n'est plus avec Lamartine, on n'est plus dans cette notion de... Enfin, l'inconscient, à mon avis, freudien, est né dans le romantisme littéraire. Alors, c'est aussi pour souligner à quel point nous sommes rendus ailleurs maintenant. Et la méta-analyse pose le problème très différemment, avec un autre paradigme. La mémoire individuelle de l'autobiographie dont parle Horacio Maria Balastro, c'est finalement l'inscription dans les réseaux synaptiques dès l'âge fœtal des émotions, peur, désir du fœtus puis du nouveau-né. En méta-analyse, il y a tout un bestiaire que j'ai développé jusqu'à l'âge adulte qui passe par le stade de la tortue, le stade du pingouin, la tortue sur le dos, c'est-à-dire l'impuissance du nouveau-né, etc. Et toutes les émotions qui sont liées à ces étapes successives, qui font une biographie finalement, ces émotions s'inscrivent dans la mémoire, dans la matière grise du cerveau. Et donc, on est dans une mémoire inconsciente. On n'est pas dans la cave, on n'est pas dans la surface des masses médias. On est vraiment dans la biographie. C'est ça l'intérêt pour moi du travail méta-analytique de Horacio Maria Balastro. Et à ce moment-là, cette biographie individuelle qui est biologiquement inscrite et qui détermine dans notre cerveau, qui détermine nos émotions d'adultes, qui détermine la façon dont on image le monde, la façon dont on peut avoir peur ou être optimiste ou être pessimiste ou être rebelle selon la biographie qu'on a eue, parce que ça s'inscrit durablement, mais ça devient inconscient. C'est pour ça que je parle de mémoire inconsciente et non pas d'un inconscient qui serait quelque part dans une cave. C'est une mémoire inconsciente qui est biologique. Alors, elle s'inscrit naturellement avec l'autre dimension qui est sociologique, parce que quand l'enfant est accouché, le monde vient à lui, il découvre, il garde le lien avec sa mère, il découvre un étranger qui est son père, et il découvre les rituels du maillotage, de l'alimentation, ce que Lacan appelle l'autre, c'est-à-dire la société, qui dès l'accouchement est en scène et intervient dans ce que j'appelle le carré parental, c'est-à-dire l'enfant par rapport à sa mère, à son père et à l'autre. Et donc cette dimension culturelle, sociologique, elle accompagne toute la biographie de chacun de nous. Et naturellement, ce qui entre en résonance ou en discordance avec les imaginaires collectifs induisent des situations individuelles d'intégration sociale ou d'anomie, de pathologie sociale ou de rébellion. Et on voit bien que des adultes, finalement, ont continué à être en conflit avec leur père et deviennent anarchistes, pour prendre un exemple simpliste, carte postale, mais dans la complexité des comportements, c'est quand même beaucoup ça qui se présente. Et par exemple, c'est évident que la société joue, pour ceux qui s'intègrent bien à la société, joue un rôle de remplacement de la mère. Le corps social, c'est le corps maternel. Et actuellement, on voit bien qu'avec l'Internet, on se lie avec le cordon ombilical social qui est finalement le lien, le lien avec l'Internet que nous pratiquons tous. Inversement, on peut dire que la nature, ou pas inversement, en complément, on peut dire que la nature est aussi un élément dont l'imaginaire social est traditionnellement maternel. Personne n'imagine la nature comme de sexe masculin. On lui donne toujours un sexe féminin parce que aussi le rapport à la nature, c'est le rapport à la mère. Et donc, les écologistes accusent papa de détruire maman. Ces choses-là que je présente exprès d'une façon simpliste, carte postale, montrent bien à quel point cette résonance avec les mythes sociaux, Dieu sait si l'écologie est importante aujourd'hui,
Dieu sait si la gouverne, par exemple, de la rébellion traditionnellement française, des Gilets jaunes, ou avec la pandémie, les dénonciations de l'autorité de l'État, c'est-à-dire du Père, Dieu sait si c'est concomitant et c'est très fort tous les deux. Alors, ce que je veux souligner, justement, c'est qu'il y a cette résonance sociale entre la biographie, naturellement, et les imaginaires collectifs. Alors, au fond, cette actualité-là, je pense qu'Horacio Maria Valastro l'a très bien comprise, et ce n'est pas avec la linguistique structuraliste ou avec une psychologie des profondeurs qu'on peut aider une personne dans son exercice d'auto-écriture biographique à, à soigner, à réconcilier, on va dire, sa problématique personnelle avec la problématique sociale. Alors, il y a une différence en plus avec la psychanalyse. La psychanalyse ne dit pas, mais elle essaye de normaliser un individu qu'elle considère comme un cas pathologique, c'est-à-dire finalement de l'aider à se réintégrer dans le système social tel qu'il est, avec les valeurs qu'il a. Donc, la psychanalyse ne dit pas qu'elle est finalement intégratrice, que la normalité, c'est la réintégration au système. Michel Foucault l'a assez dénoncé pour qu'on comprenne qu'il y a un problème entre la psychanalyse et puis des questionnements critiques de la société. Tandis que la mythanalyse le dit d'une façon explicite, elle le déclare, il y a dans la thérapie, on va dire, mythanalytique que pratique Horacio Maria Balastro, il y a cette idée que on se met en résonance ou on se met en dysfonction, mais de toute façon, on est conscient que c'est par rapport à des valeurs qui sont des valeurs qui sont véhiculées par les imaginaires sociaux. Parce qu'au fond, les mythes contemporains, la mythanalyse dit que ce qui nous intéresse, c'est les mythes actuels, même s'ils ont des racines dans les mythologies anciennes. L'idée de l'actualité de la mythanalyse, c'est bien de travailler sur les imaginaires sociaux contemporains. Voilà ce que je voulais dire par rapport au travail d'Horacio Maria Balastro. Et voilà pourquoi je pense qu'il est vraiment un mythanalyste efficace, qui a compris qu'on ne sommes plus à l'époque de Freud ni même de Lacan. On est maintenant dans une tout à fait nouvelle voie de relation entre l'inconscient individuel et les imaginaires sociaux. Je ne parle pas d'inconscient collectif comme Jung, je tiens à souligner, je ne crois pas qu'il y ait un inconscient collectif, c'est parce qu'il n'y a pas des archétypes, il n'y a pas des choses profondes, lointaines ou profondes, c'est la même métaphore finalement. Ça n'existe pas, ça c'est une fabulation de Jung. Il faut dire les choses beaucoup plus simplement, c'est-à-dire biologiquement et sociologiquement. Il est évident que le temps n'existe pas ni pour Lacan ni pour Freud. Le temps n'est pas une dimension de l'inconscient pour Freud. Et le temps n'est pas une dimension de l'analyse des inconscients collectifs de Jung. Donc nous sommes vraiment rendus ailleurs que dans l'espace-temps, ces fameux espace-temps qu'a découvert Einstein. Merci Laurence Honora de m'accueillir sur Zoom pour communiquer avec Horacio Maria Valastro. Infiniment merci.